Bonjour à tous. On va attaquer le dernier chapitre de ce cours qui porte sur l'introduction à la simulation numérique d'EDP. Donc le but, ça va être, comme pour les équations différentielles, de proposer quelques schémas qui permettent de résoudre des équations de dérivées partielles. La grosse différence avec les équations euh, différentielles, c'est qu'on va aller beaucoup moins loin. D'abord, on va considérer quelques équations aux dérivées partielles, en l'occurrence l'équation de transport et de diffusion, mais on va le faire simplement en une dimension d'espace et avec une stratégie de résolution, c'est-à-dire la méthode des différences finies, ça s'appelle cette méthode. Il y a trois grandes familles de méthodes pour la simulation numérique d'équations aux dérivées partielles, à savoir les différences finies qu'on va voir, les éléments finis et les volumes finis. Et ces deux dernières méthodes reposent sur ce qu'on appelle la formulation faible des équations de dérivées partielles que nous on n'a pas vu, et je vous renvoie au cours du semestre suivant pour voir d'un point de vue théorique la formulation faible. Et c'est elle qui est vraiment à la base des. Alors c'est un peu moins vrai pour les volumes finis, disons, même si c'est bien d'avoir vu la formulation faible pour pas le volume fini, mais vraiment les éléments finis fondamentalement reposent sur la formulation faible. Ok. Donc quel est le principe général hein, de la simulation numérique d'équations dérivées partielles par différence finie? Alors déjà, je vais peut-être donner le cadre. Hein. On va se placer dans le cadre donc unidimensionnel et sur les deux équations qu'on a vues au chapitre précédent, l'équation de transport et l'équation de diffusion. Donc allons-y. 1, les équations considérées. Et donc on va vouloir résoudre. Alors comme pour les EDO, on ne peut pas espérer résoudre des équations sur un intervalle de temps infini, donc on va se placer sur un intervalle de temps fini, donc à partir d'un certain 0 grand t, sur 0 grand t. Alors, euh, les équations donc, suivantes. D'abord, le transport. Alors posé donc sur un intervalle de R qu'on va prendre comme étant égal à 0,1, donc c'est l'équation d rond tu plus v d rond xu égale 0, hein, avec une fonction de variable t et x. Et de diffusion de la chaleur d rond tu moins d rond x xu égale 0. Pour des raisons que j'expliquerai plus tard, on va garder ici les constantes de diffusion et la vitesse, qu'on suppose ici constante. B c'est un objectif constante et D c'est une constante c'est un positif. Alors bien sûr, comme on l'a vu, résoudre une EDP, ça a vraiment de sens si on associe à cette équation une condition initiale et des conditions au bord. Hein. Donc avec donc une condition initiale donc U de 0 égale, alors on va noter la condition initiale pour des raisons qui vont apparaître évidentes dans un instant, U indice 0 en haut. C'est ça, écrire ça, hein, c'est-à-dire pour tout x appartenant à 0,1, U de 0x égale U0 de x, et des conditions au bord. Les conditions au bord, donc on va faire ici, on va surtout considérer les conditions de Dirichlet nul au bord. Ce sera seulement à gauche pour l'équation de transport et des deux côtés pour l'équation de diffusion. Voilà. Ok. Donc, en exercice, il y aura aussi le cas des conditions de Neumann. Donc, par exemple, hein, je vais peut-être le donner en exemple. Par exemple,
avec des conditions de Dirichlet au bord. Ces conditions, elles vont s'écrire, hein, par exemple, U de T0 égale U de T1 égale 0. Hein, on a vu que les conditions au bord, elles s'activent. On les impose à partir d'un temps strictement, de tout temps strictement positif. Et vu qu'on est sur l'intervalle de temps 0 grand T, voilà ce qu'on va imposer. Ok. Alors, on va commencer par parler de semi-discrétisation. Et c'est une notion qui est très importante. Que dit cette notion? Elle consiste précisément à faire le parallèle entre les EDO et les EDP. Le parallèle qu'on a vu, que j'ai mentionné pendant le chapitre 4, c'est qu'on peut voir l'EDP comme étant une équation dite d'évolution partant d'une condition initiale. Donc initialement, on a une certaine fonction ici sur 0,1, et puis pour tout temps, la solution de l'EDP, ça va être pour tout temps t, ça va être une certaine fonction sur 0,1. Okay, donc pour chaque temps, on a une fonction qui a x associé u de tx. Ça, c'est une certaine fonction sur 0,1. Donc la première idée, c'est de dire, bon, pour l'instant, je vais oublier le fait que ce soit des fonctions, ces objets-là. Je vais simplement, comme pour les EDO, me dire, bon, il n'est pas possible de connaître la fonction u de tx pour tout temps t de 0 grand t, qui est là. Donc je vais essayer de connaître cette fonction-là, au moins pour une certaine subdivision de l'intervalle 0 grand t, comme pour les EDO. Donc allons-y. Donc cette idée-là, elle consiste à écrire l'équation de cette forme-là. Les équations, hein, qu'on considère s'écrivent, elles s'écrivent sous la forme d rond t u égale à u. Après tout, toutes les équations qu'on a considérées, elles s'écrivent comme la dérivée en temps de u égale un certain opérateur appliqué à u. L'opérateur, il fait quoi? A, c'est l'opérateur qui a une fonction u associe moins v d rond xu, qui est donc une nouvelle fonction. Donc vous voyez que pour cet opérateur, il faut au moins que u soit C1 pour que je puisse parler de cet opérateur-là. Pour une fonction C1, ça vous donne moins v fois sa dérivée en x. Moins v fois sa dérivée en x. Ah, pardon, du coup, c'est moins v fois u'. Hein. Là, j'ai une fonction ici pour u, disons... Ça, ce serait pour l'équation de transport. Et pour l'équation de diffusion, l'équation de la chaleur, bah, l'opérateur, hein, on a d rond tu moins d rond xu égale 0, donc la fonction, c'est la fonction qui a u associe d u second. Ici, il faudra a priori, pour que cette fonction-là, pour que cet opérateur-là soit bien défini, il faut prendre u appartenant u de C2. Donc A, c'est ce qu'on appelle un opérateur qui a une fonction au moins, disons C2, associe d fois sa dérivée seconde. Là, c'est pour l'équation de diffusion. Donc vous voyez que finalement, d'une certaine manière, on peut vraiment voir ça comme un u' égale f de u. Et le f de u, dans le cas qui nous intéresse, il est très simple. Ce n'est pas une fonction très compliquée. C'est une application linéaire qui a u associe moins v fois u'. Ou d fois u seconde. Et puis par ailleurs, on a des conditions au bord et des conditions initiales. Donc ça, comment ça s'écrit? Ayant remarqué que finalement, on peut voir ça comme on appelle ça une équation d'évolution qui agit sur des fonctions, on va utiliser les mêmes stratégies que pour les équations différentielles. On va discrétiser en temps cette chose-là, comme je le disais tout à l'heure. Donc on se donne un entier. Alors sur les équations différentielles, c'est un entier grand N, c'était le nombre de points de discrétisation qu'on se donnait.
Là, je note n indice t pour dire que c'est le nombre de points de discrétisation de temps qu'on se donne. Parce qu'à l'avenir, on va devoir aussi discrétiser en espace. Autrement dit, on va devoir aussi discrétiser selon la variable x. Donc nt, c'est un élément de l'étoile. On note le pas de temps, c'est delta t égale t sur nt. Alors ça, c'est le pas de temps. Et on se donne enfin la subdivision associée de l'intervalle 0 grand t. On note Tn. Alors je vais le noter en indice. Je laisse un indice supérieur, vous allez voir pourquoi dans pas longtemps. Donc Tn, c'est simplement n delta t. Donc au lieu d'essayer de calculer la fonction u de t qui a x associe u de tx, solution d'équation aux dérivées partielles, pour chaque temps, je vais, d'un point de vue numérique, seulement essayer de l'estimer, de la calculer pour les temps tn. Donc la semi-discrétisation, c'est quoi? Ça consiste à dire la chose suivante. La semi-discrétisation, ça veut dire qu'on ne discrétise à ce stade seul qu'en temps, consiste à approcher la fonction, alors plutôt les fonctions, qui a x associe u de tn x pour tout n appartenant à 0 grand N. Et c'est n indice t, bien sûr. Donc je répète, ayez en tête que vous voulez, le but à terme, ce sera de tracer la fonction au cours du pas au cours du temps, mais la fonction qui a x associée u de tx au cours du temps. Donc pour t égale 0, vous savez ce que ça vaut, c'est votre condition initiale, vous avez une certaine condition initiale entre 0 et 1. Et puis plutôt que d'essayer de calculer l'évolution de la solution, peut-être qu'au temps t égale au bout de 30 secondes, peut-être que la solution elle est censée ressembler à ça, je ne sais pas quelle est l'équation que je considère. Et moi, au lieu d'essayer d'avoir l'allure de la fonction pour chaque temps t, je vais essayer de l'avoir seulement pour les tn. Donc là, c'est pour, par exemple, t égale 0. Là, ce serait t égale t1, c'est-à-dire au bout d'un temps delta t, etc. Okay. Donc allons-y, et on va suivre un petit peu les idées qu'on a développées pour les équations différentielles. Alors, si on était dans le monde des équations différentielles, et si je vous avais écrit u' égale f de u et u de 0 égale u0, vous m'auriez dit, moi je connais certaines méthodes pour résoudre ça. Par exemple, Euler explicite, un plus 1 égale un plus delta t, f de un. Ça c'est Euler explicite. Euler implicite, ce serait mettre un plus 1 ici. Bon, ici, on est dans cette situation, au moins de manière formelle. L'application f de u, l'application qui a u associée à f de u, c'est simplement l'application qui a u associée à fois u, c'est une application linéaire. Et donc, on va écrire ces choses-là. Donc quelques options possibles. Donc, on cherche. Donc c'est ce que j'ai écrit là. Je vais plutôt écrire. On dispose. Ce sont juste des exemples, des schémas. Alors, Euler explicite. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire un plus 1 égale un plus delta t fois a fois f de un. Ici, c'est a fois un. Plus delta t a un.
Ça, c'est ELR explicite. Vous avez aussi ELR implicite. Alors, ELR implicite, bah, c'est la même chose. Sauf qu'ici, on met f delta t fois f de un plus 1, donc a de un plus 1. Et puis, par exemple, on a vu aussi le cas de Crank-Nicolson. Qui est une sorte de moyenne entre ELR explicite et ELR implicite, et qui s'écrit un plus 1 égale un plus delta t, facteur de 1 demi de AUN, plus, je vais l'écrire comme ça, delta t sur 2, AUN plus AUN plus 1. Une sorte de moyenne entre ELR explicite et ELR implicite. Hein. On a vu dans le cours sur les EDO que, et on va y revenir, que ces deux schémas-là, a priori, sont implicites, puisque un plus 1 apparaît comme membre de droite de l'équation. Ok. Alors, bien sûr, en adjoint à ça, il faut une condition initiale. Avec la condition, avec l'initialisation, si vous voulez. Bien sûr, ce qu'on va prendre pour n égale 0, bah, c'est la condition initiale. Okay, c'est une notation un petit peu douteuse, mais malheureusement, c'est celle qu'on utilise dans ce genre de contexte. U0, c'est la condition initiale qui m'est donnée pour la résolution de l'équation différentielle. Et ça, c'est ce que je choisis comme étant la fonction que je prends à t égale 0. Donc, par exemple, hein, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, par exemple, si je prends ELR explicite plus l'équation de diffusion, bon, et ben, calculons U1. U1, ça fait U0, ça m'est donné, je le connais, plus delta t fois l'opérateur A appliqué à U0, et on a vu que ça c'était la dérivée seconde fois t. Donc c'est delta t, c'est d delta t, U0 seconde. Donc ça a parfaitement un sens. U0 est une fonction, et je lui ajoute d fois delta t fois sa dérivée seconde. Okay, donc je peux calculer U1. Et puis le prochain proche, U2, ça va valoir U1 plus d delta t, U1 seconde, etc. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des conditions au bord à vérifier. Hein. Donc il y a aussi des conditions au bord. Si par exemple la condition au bord qu'on s'est donnée, c'est une condition au bord de Dirichlet, ben on va imposer que la fonction un qu'on construit à chaque coup, elle doit satisfaire la condition de Dirichlet. On doit avoir un, par exemple, un de 0 égale un de 1 égale 0 pour tout n appartenant à 1 nt. On impose la condition au bord de Dirichlet seulement à partir des temps strictement positifs, donc ici on commence à n égale 1. Donc finalement, un schéma numérique, ça va être la conjonction d'une discrétisation, par exemple l'air explicite, et d'une condition initiale, U0 égale U0, et de conditions au bord. Okay, donc, ça veut dire que formellement, la semi-discrétisation, elle permet de vous calculer des approximations de la fonction, bref, fonction que vous cherchez, U de Tnx, la fonction qui a x associée à U de Tnx, via ces équations de récurrence. Okay. Alors, continuons un petit peu sur la semi-discrétisation. Parce qu'on a une formule beaucoup plus simple pour chacun des schémas que j'ai donnés. Pourquoi on a une formule plus simple? Parce que ici, la fonction f de u qu'on pouvait avoir pour une EDO qui est en général non linéaire, elle est linéaire. Donc en fait, je reviens sur... on dispose de formules simples.
Pourquoi? Parce que pour Euler explicite, le calcul, c'est bon, ça continue. Le calcul de un plus 1, il se fait via un plus 1 égale un plus delta t fois a fois un. Et donc, on peut l'écrire de manière plus compacte comme identité plus a plus delta t a un. Pour l'air implicite, alors, ici, on a identité plus delta t a un plus 1 pour l'air implicite. Donc, je vais peut-être l'écrire ici. Donc, j'ai un plus 1 égale un plus delta t a un plus 1. Et ça équivaut précisément à un plus 1. Donc, je vais passer, comme c'est assez naturel, je vais faire passer un plus 1 de l'autre côté. Donc, j'ai identité moins a un plus 1, moins delta t, pardon, un plus 1, qui est égal à un. Et donc, sans surprise, comme toujours pour l'air implicite, il va falloir savoir si on a le droit d'inverser. Ça, c'est une équation qui est toujours implicite. Hein, je dis un plus 1 doit être solution de l'équation quelque chose fois n plus 1 égale un. Quelque chose appliqué à n plus 1 égale un. Là, vu que c'est linéaire, bah, je peux juste inverser cette matrice. Pardon, inverser cet opérateur. Bien sûr, ici, c'est pas une matrice, mais on va y venir, ça va devenir une matrice bientôt. Là, c'est un opérateur, ce truc-là. Et donc, formellement, mais vraiment cette formule, on va l'utiliser. Enfin, on va l'utiliser. Formellement, un plus 1. Si c'était une matrice, et si la matrice était inversible, je pourrais faire que un plus 1, c'est identité moins delta t à moins 1 un. Un plus 1, c'est cette matrice inversée fois un. Okay. Et de la même manière, pour Crank-Nicolson, on a une estimation, on a une expression explicite, Crank-Nicolson, et c'est aussi formel. Crank-Nicolson, on a alors Crank-Nicolson, on va avoir un plus 1 qui vaut, vous pouvez vous en convaincre, hein, faites le calcul. Crank-Nicolson, c'est donné par ça. Donc il faut d'abord appliquer la matrice identité plus delta t sur 2a à un, puis ensuite lui appliquer cette matrice, enfin, donc cet opérateur fois l'inverse de cet opérateur. Tout ça, c'est encore formel. Et donc on a une sorte de formule de récurrence un peu simplifiée, et du moins formelle, qui permet de calculer un plus 1 à partir de un. Bien sûr, la possibilité, ce qui permet de faire ça, par rapport à Euler explicite, Euler implicite Crank-Nicolson pour les équations différentielles, c'est le côté linéaire de l'opérateur. Si on avait eu prime égale f de u, on est bien embêté, pour rien faire. Pas inverser u prime pas inverser la relation qui définit Euler implicite aussi simplement. Ok. Alors bien sûr, qu'est-ce qui fait que c'est pas la panacée, hein, cette semi-discrétisation? C'est très important d'un point de vue théorique. Ça permet de comprendre, d'analyser certains algorithmes. Je voulais juste passer par la semi-discrétisation pour vous montrer qu'il y a une première étape qui est assez naturelle quand on a vu la discrétisation d'EDO. Au lieu d'avoir une EDO, c'est chercher pour tout temps un vecteur de RD. Une EDP, c'est chercher pour tout temps une fonction définie ici sur 0. Okay, donc avec ce point de vue-là, bon, bah, formellement, on peut dérouler les mêmes schémas. Bien sûr, d'un point de vue numérique, tout ce que j'ai dit est une blague pour l'instant. Pourquoi? Parce que si on revient à ce que j'avais écrit, j'avais dit on part de U0. Bon, déjà, U0, c'est une fonction. Si je veux la coder sur un ordinateur, je suis obligé de discrétiser. La fonction U0 sur l'ordinateur, ça ne veut rien dire. Pour l'ordinateur, ça veut dire quelque chose d'avoir des points qui relient, c'est tout. Et puis ensuite, si je calcule U1, U1 il y a U0 plus delta t fois U0d fois delta t fois U0 seconde, là, pour le cas de la diffusion. Même chose, hein, il faut bien que je le discrétise. Donc du coup, on se retrouve face au fait que
faut discrétiser en temps, bien sûr, mais il faut aussi discrétiser en espace. Donc allons-y. Et ça va nous mener à la méthode des différences finies. La méthode des différences finies, c'est quoi le principe? Justement, ça consiste à discrétiser aussi en espace. Donc, on se donne un nombre de points en espace, nx, un certain entier non nul. Et je vais noter cette fois delta x, qui va être le pas en espace, qui vaut alors la taille de l'intervalle, c'est-à-dire 1 sur nx. Et puis, je vais noter aussi xj. Les nœuds de la grille, ça va être du coup j delta x. Pour j appartenant à 0 nx. Ok. Donc, on a discrétisé à la fois en temps et en espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que numériquement, une fonction v sur 0,1 est réduite, si vous voulez, à sa valeur sur la grille à v de xj. Donc à la famille de v de xj où 0 est plus petit que j, plus petit que nx. Ok. Donc à ce stade, où en est-on? Une méthode de différence finie elle consiste à essayer à approcher les valeurs. Nous, on a dit on cherche à trouver la fonction seulement au temps tn, et puis on vient d'ajouter le fait qu'on est obligé de se limiter à une grille aussi en espace. Donc à approcher les valeurs u de tn xj, 0 où la variable petit n elle est comprise entre 0 et nt, et la variable j est comprise entre 0 et nx. Alors à ce stade-là, j'ai rien dit, j'ai pas du tout dit comment les différences finies procèdent pour le faire, donc c'est ce qui va venir juste après. Mais voilà, retenez que pour chaque temps tn, on cherche à estimer la fonction qui a x associé u de t nx sur la grille donnée par les xj. Okay. Donc d'un point de vue numérique, la fonction qu'on cherche à approcher, on va l'approcher en des points donc tnxj, et donc ça veut dire que pour chaque n, u de tnxj, la fonction, autrement dit l'approximation qu'on se, la simplification qu'on se donne de la fonction qui a x associé u de tnx, c'est un vecteur. Hein, ce qui est écrit là, une fonction v, on voit ça comme un vecteur dans lequel on a mis les v de xj. Et des vecteurs de cette forme-là, vous allez en avoir en tout, donc un vecteur il est de taille nx plus 1, et vous allez en tout en avoir nt plus 1. Pour chaque temps tn, vous avez un vecteur qui représente la fonction u de tnxj. Donc il y a x associé u de tnx. Et alors, donc les méthodes de différence finie, elles reposent sur l'idée qu'on a vue quand il s'agissait de construire des schémas numériques pour les équations différentielles. On a dit, bon, on a deux méthodes en gros pour faire ça. Soit, premièrement, on approche une intégrale par une formule de quadrature, soit on fait des différences finies, c'est ce qu'on avait fait. Donc on avait approché u' de t.
Donc une méthode de différence unique consiste à approcher les valeurs u de tn et j en approchant, en formant les quotients obtenus par formule de Taylor. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si j'écris u, si je regarde la fonction d rond tu de tn au point tn et au point x, hein, souvenez-vous, là, ça c'est la fonction, la dérivée partielle de la fonction u, et je l'évalue au temps tn et au point, disons, xj. Bon bah ça, je peux dire que c'est à peu près, cette dérivée partielle, on a déjà vu, hein, c'est à peu près, donc là je vous donne pareil, donc c'est un exemple, c'est à peu près u pris en tn plus 1, xj, je vais passer un petit peu ici, moins u de tn xj sur delta t. Alors ça, c'est l'approximation qui est à la base de la méthode de variable explicite. On dit que pour approcher la dérivée partielle de la fonction u par rapport à t au point tn et au point xj, bah, ça consiste à faire u de t plus delta tn plus delta t xj moins u de tn xj divisé par delta t. Mais on peut aussi faire ça pour la variable x. D rond x u de tn xj, ça s'approche par exemple. Alors cette fois, la dérivée partielle est prise par rapport à la variable x. Donc ça s'approche par exemple par u de tn plus 1, pardon, u de tn xj moins, je vais y arriver, u de tn xj plus 1 moins u de tn xj sur delta x. Donc cette fois, on prend u de tn au point xj plus 1, c'est-à-dire xj plus delta x, et on y soustrait u de tn xj, on divise tout ça par delta x. Ok. Donc ça nous mène à quoi, ça? Bien sûr, on va faire des exemples, hein, ça va devenir sans doute plus clair avec les exemples. Donc tout ça repose sur bien sûr, c'est pas égal, mais c'est à peu près égal. C'est l'approximation repose sur les formules de Taylor. Je vais en donner une dernière, hein, parce que ça vous permet en fait d'approcher la dérivée. Là, ça utilise le fait que f de x plus delta x, j'aurais peut-être utilisé une autre variable, f de, j'ai appelé ça, disons f de z plus delta z, si j'ai une fonction seulement d'une variable, sur delta z, c'est à peu près égal à f de z. C'est vrai aussi si j'écris f de z moins f de z moins delta z sur delta z. Et vous pourriez vous demander s'il est possible, et la réponse est oui, d'approcher la dérivée seconde à partir d'évaluation de ma fonction f en certains points. Hein. Et par exemple, une manière de faire ça, c'est f de z plus delta z moins 2f de z plus f de z moins delta z sur delta z au carré. Vous pouvez faire un développement de Taylor et vous rendre compte qu'effectivement, ça, c'est une approximation de f seconde de z. Vous avez en fait toute une famille par des méthodes, ça c'est justement le principe des méthodes de différence finie, toute une famille d'approximations de dérivées par des quotients. Et ça, c'est ce qu'on appelle les quotients de différence finie. Okay. Et donc pour finir ces remarques et ce chapitre, hein, vous voyez que
Par ce biais, on va construire, bien sûr, U de TNXJ, on ne le connaît pas. Comme pour le DO, on ne sait pas ce que vaut la vraie solution, sauf dans des cas très particuliers. Donc on va construire des grandeurs. Pour les EDO, on appelait ça UN. Pour les EDP, ça va être des grandeurs U, N en haut, J en bas. Attention, ça n'a rien à voir avec une puissance ici, c'est juste un indice en haut. Censé approcher U de Tn J. Et ça, c'est pour N appartenant à 0 NT et J appartenant à 0 NX. Okay, donc c'est ça l'objectif, c'est d'avoir, via ces approches de différence finie qu'on a utilisées pour les EDO, de manière algorithmique de produire des scalaires UJN dont l'objectif va être d'approcher la vraie fonction U au temps Tn et au point xj, et ce pour tout n et j qui nous intéresse, c'est-à-dire entre 0 et nt d'une part et 0 et nx d'autre part. Okay. Donc je vais m'arrêter là, et je sais que c'est assez abstrait à ce stade, un peu comme pour les EDO au début quand on décrit les familles de schémas. Ça va devenir beaucoup plus concret sur les équations précises qu'on va considérer, et je vais commencer par passer du temps sur l'équation de transport. Donc je vais expliquer comment on propose un schéma pour l'équation de transport, un schéma donc aux différences finies.